Tu te rappelles? Oh. Tu étais l'élu! C'était toi! La bande-annonce voulait que tu alimentes la liste des vidéos principales, pas celle des singles de Hal! Tu devais ressusciter les séries d'aventures occidentales, pas les condamner à la nuit! Je t'aimais, Anathan. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, après 11 ans de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, je peux vous dire qu'on est parfois déçu par des séries dont on pensait vraiment qu'elles nous plairaient, mais que quand une série est vraiment mauvaise, il y a généralement moyen de le soupçonner. Ça peut être quelque chose dans le graphisme qui fait négliger, un côté casse-gueule dans le concept qui laisse craindre le pire, ou encore un contexte qui fait que les décisions prises apparaissent d'emblée comme mauvaises. Autant d'éléments qui tempèrent la déception, même quand on regardait avec l'intention sincère de laisser une chance à la série. Donc imaginez ce qu'on ressent quand on est persuadé qu'on va voir un truc génialissime, un scénario semblable à Avatar le dernier maître de l'air dans un style comparable à Oban, donc on s'assied devant l'écran avec une confiance absolue et là... ça se révèle être complètement nul. Vraiment, essayez de l'imaginer. Si vous pouvez vous le représenter, alors vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Anathan et les enfants d'Okura. Sinon, la présente vidéo est là pour ça. Et je pense que c'est pas du luxe. Je m'étonnais aussi du relatif silence d'internet sur cette série pourtant intrigante. Comment un dessin animé d'apparence si ambitieux et mature, récent de surcroît, pouvait-il être aussi méconnu? La réponse est extrêmement simple. Il est ennuyeux et sans intérêt. Alors, je sais que c'est de bon ton de le dire pour l'humour quand on chronique quelque chose de mauvais, mais je vous le dis au premier degré et très sérieusement. Je fais cette vidéo pour qu'il y ait un témoignage un peu complet sur internet qui évite à d'autres de tomber dans le même piège que moi. Et puis aussi parce que la façon dont cette série est mauvaise est totalement inédite par rapport aux autres façons d'être mauvaise auxquelles j'ai été confronté. Et qu'en la regardant, je me suis rendu compte que j'avais pas fini d'énumérer tout ce qu'il faut éviter de faire quand on veut faire une bonne série. Mais avant d'entrer dans les détails, mieux vaut que je vous résume le pitch. Donc voilà, dans 200 ans environ aura lieu un événement dramatique appelé la Grande Guerre des Conglomérats. Cet événement, qui provoquera un hiver nucléaire, laissera l'humanité exsangue. À la faveur de cette situation, la dictature mondiale du prince Clunk se mettra en place. C'est un régime totalitaire, où tout le monde parle la même langue. Endoctrinés depuis le berceau, les enfants apprennent à l'école que la liberté individuelle est un fléau qui conduit à la violence, la population est tenue d'écouter la propagande du régime tous les jours à partir de 20h à la TV, et tous les garçons de 15 ans sont recensés et envoyés pour un stage de professionnalisation de 3 ans dans la mystérieuse ville d'Okura au Japon. Certains y deviennent des officiers au service de la Trax, la fonction publique du régime, mais la plupart reviennent conditionnés, apathiques et soumis. Ces busy travaillent dans de grandes chaudières implantées dans toutes les grandes villes du monde, supposément pour réchauffer l'atmosphère, mais plus généralement pour servir à la réalisation du grand projet de Clunk. C'est 60 ans après l'arrivée de Clunk au pouvoir que notre héros, Anathan Goliathkin, 14 ans, se dressera contre lui et entreprendra la quête périlleuse de découvrir le secret d'Okura pour rendre aux humains leur liberté. C'est un feuilleton, destiné à un public assez mature, un peu comme Valérian et Laureline ou Oban Star Racers. On est d'accord que ça a l'air génial? Ouais, tout y est. Le contexte dictatorial fait de la quête du héros quelque chose auquel on devrait immédiatement adhérer, la précision avec laquelle le système de propagande est décrit devrait permettre de vraies réflexions sur l'esprit critique et le courage, et le mystère autour de ce qui se passe à Okura devrait nous tenir en haleine jusqu'à ce qu'on le découvre, d'autant que cette série est un feuilleton, et le fait d'avoir un public cible plus âgé lui permet de n'être limité que par l'imagination des auteurs. Mais non, c'est nul. Alors je dis c'est nul. Souvenez-vous de ma vidéo sur les nouvelles aventures de Batman. Quand je juge une série, je le fais relativement à ses prétentions et à ce que j'en attends. Anathan et les enfants d'Okura n'est pas mauvaise au sens où Crypto le super chien est mauvaise, ou au sens où Flipper et l'Opaka est mauvaise. On continue jusqu'au bout d'avoir envie de savoir comment l'histoire se termine, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas le cas avec Flipper et l'Opaka, et avec Crypto la question ne se pose même pas. Il y a un concept intéressant, et dans le résultat fini, je concède qu'on trouve un univers visuel prometteur et une ambiance générale plutôt bien pensée. Morose au point d'en être oppressante, un peu comme Primordia, au service d'idées comparables d'ailleurs. Absence de futur due à l'absence de passé, société ultra contrôlée dans laquelle la prise en charge de tous les aspects de la vie endort l'esprit critique, etc. De plus, les décors sont jolis. Mais c'est tout ce qu'on pourra dire de positif. Rien d'autre ne va. En quoi? Pourquoi? Je commence par le pourquoi. La série est écrite avec ce qui semble être une paresse fondamentale. Pour rendre plus clair ce que j'entends par là, je me permets une digression. Sur le forum Code Lyoko où j'ai rencontré Tsuki, il y avait une section fanfiction très active et la plupart racontaient la même chose, la déclaration d'amour entre Ulrich et Yumi. Certains auteurs, qui avaient probablement lu les autres fanfictions sur le même thème, prenaient la peine de travailler la mise en scène et l'écriture de manière à ce que leur version à eux de ce grand classique soit intéressante à lire. D'autres, qui étaient souvent très jeunes, avaient la candeur de faire s'enchaîner les événements sans trop réfléchir à la façon de les raconter, de les mettre en scène, ni à comment leur version pouvait se démarquer des dizaines d'autres, partant un peu du principe qu'une histoire c'est juste une succession d'événements dont l'enchaînement n'a pas spécialement besoin d'être réfléchi pour que l'intrigue soit intéressante.
Je dis ça sans mépris, je valais pas beaucoup mieux. Mais les auteurs d'Anatan aussi ont cette façon d'écrire. Sauf que eux, ils ont pas l'excuse d'avoir 13 ans ni de poster un travail non rémunéré sur un forum de fans. De plus, ces fanfictions de pré-ado, même les plus mal écrites, c'était flagrant qu'elles étaient faites par des fans. Qui avaient certes la naïveté de croire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts d'écriture dans une fanfiction, mais qui avaient au moins la passion de leur sujet. Cette passion, je sais que c'est subjectif et que je ne peux faire que de l'interprétation, mais elle ne saute vraiment pas aux yeux dans l'écriture d'Anatan et les enfants d'Okura. Dès les premiers épisodes, on a le sentiment que la série se repose tellement sur sa conviction d'être très originale en faisant une adaptation libre de 1984 pour ados, qu'elle en vient à négliger tous les détails et toutes les péripéties. Disons-le tout net, il ne se passe quasiment rien d'intéressant dans toute la série. Le scénario, c'est qu'Anatan, le héros, vit à Paris et flâne avec sa bande de potes. Mis au défi, il fait l'erreur de lancer des boules de neige à des agents de la Trax et est déclaré ennemi de la nation. Puisque son père, un busi soumis au régime, le dénonce aux autorités, et puisque sa grand-mère l'exhorte à partir renverser la dictature parce que c'est son destin, j'y reviendrai, Anatan quitte Paris avec des amis proches, Nikita et Nevena, et sa petite sœur de 7 ans, Ariane, la narratrice de la série qui nous raconte l'histoire au passé et nous indique dès le premier épisode qu'Anatan réussira. Oui, le héros emmène sa petite sœur de 7 ans dans la traversée périlleuse de 2 continents pour renverser une dangereuse dictature, et non, c'est pas justifié par le fait que la petite sœur serait d'une exceptionnelle maturité ou détentrice d'une capacité qui la rendrait indispensable. Pendant la première partie de la série, c'est dû au fait qu'elle s'est incrustée dans l'expédition et qu'il n'est plus possible de faire demi-tour au moment où on s'en aperçoit, mais plus tard, l'occasion se présente de la laisser en sécurité à l'arrière avec sa famille, et les héros ne la saisissent pas, sans bonne raison autre que le fait qu'elle est obligée de rester avec eux vu que c'est la narratrice. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Une grosse partie de la série raconte des anecdotes de voyage sur le chemin d'Okura, comme dans les mystérieuses cités d'or. Et c'est là que le bas blesse. Rien n'est fait pour rendre ces anecdotes intéressantes. Déjà, c'est relativement pauvre quantitativement. Trop d'épisodes sont centrés sur un seul et unique événement, et on nous en explique souvent trop peu les tenants et les aboutissants pour nous investir dans l'action. Attention, là je m'apprête à décortiquer le truc et ça va pas être évident à suivre. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Donc par exemple, à un moment donné, nos héros sont capturés par un groupe de contrebandiers, qui vendent des enfants kidnappés à des couples qui ne peuvent pas en avoir. Qui sont ces couples? À ce stade du récit, on n'a pas encore eu la confirmation claire que toute une caste de dignitaires du régime ne subissait pas le conditionnement, donc on se pose la question de d'où sortent ces hommes, ceux parmi les contrebandiers et ceux des couples, qui ont encore leur libre arbitre et une personnalité. Les héros eux-mêmes sont étonnés d'en rencontrer. Et même après avoir eu l'explication comme quoi les officiers ne subissent pas le conditionnement, on continue d'être un peu étonné par cette situation, par le fait qu'aucun dialogue n'explique un tant soit peu comment elle s'intègre dans le système. Dans Avatar, à titre de comparaison, on nous explique toujours quel rapport telle ou telle faction entretient avec les belligérants du conflit principal. Je reste sur les trafiquants d'enfants. On revoit leur chef plus tard dans la série, devenu leader de la résistance inspiré par Anatan. Ça suppose qu'il s'est passé un peu de temps, ce dont l'enchaînement des épisodes ne donne pas tellement l'impression, mais c'est pas le problème. La dite ex-chef des trafiquants est trahie par une gamine dont elle aurait vendu la petite sœur. Les héros parviennent à convaincre la gamine de pardonner à la chef des trafiquants en échange de la promesse qu'on retrouvera sa petite sœur. Mais une fois cette péripétie passée, cette problématique ne sera plus évoquée ni de près ni de loin, pas même sous forme d'allusion. J'aurais souhaité un petit épilogue à cette péripétie. En parlant de petite sœur, dans un épisode, Ariane est choisie par un groupe de résistants pour être leur princesse car elle arrive à faire briller un cristal dont la tradition dit qu'il permet de désigner leur dirigeant. Mais la vieille du village ne l'entend pas de cette oreille, kidnappe Ariane et Anatan doit quitter le village pour la sauver. La vieille et son sbire meurent dans la course-poursuite. Les héros ne retournent jamais au village de résistants, enfin pas dans le cadre. Outre que, là encore, cette situation d'Ariane devant devenir princesse n'aura pas de dénouement explicite, on ne saura du coup jamais ni pourquoi Ariane faisait briller ce cristal alors que son frère Anatan non, ni pourquoi ces gens, qui sont fédérés par la cause commune de lutter contre une dictature qui n'existe que depuis 60 ans et viennent manifestement d'horizons très différents, ont des traditions ancestrales. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils habitent dans un ancien camp d'entraînement de la Trax. Ce qui pose un autre problème. Les agents de la Trax sont des robots. Mais ce ne sont pas des robots. Enfin, des dialogues disent que c'est des robots. D'autres parlent d'eux en des termes humains. Un de nos valeureux Trax est mort en affrontant courageusement une bande de dangereux réfractaires. Ils ont des attitudes d'humains, mais des circuits robotiques dans leur corps. Mais il y a un camp d'entraînement pour eux, qui n'est pas à Okura. Et la série ne nous donne même pas la possibilité de choisir d'ignorer le problème de l'humanité des robots. En effet, à un moment, on rencontre ce gars. Ce gars est un skinny. C'est le terme que les personnages emploient pour le désigner quand ils découvrent que son bras est robotique. On ne nous explique jamais à quoi ça rime. On ne nous explique pas si c'est un robot ou si c'est un humain. Plus tard dans l'épisode, il meurt dans le cadre avec le manque de pudeur qu'on réserve aux robots, mais un niveau d'émotion qu'on réserve à la mort d'un humain. Bref, on n'en sait rien. On a le sentiment que cette histoire de skinny sert juste à ce qu'on puisse faire une scène de mort quasi tout public de personnages jeunes, sans que ce soit ambigu comme ça l'est dans Avatar, le dernier maître de l'air. Non pas que la série soit particulièrement frileuse pour ce qui est des morts graphiques par ailleurs, mais je vois pas d'autre explication à l'introduction de cet élément de scénario, vu qu'il ne fait l'objet d'aucun développement.
Dans ce monde, il y a des humains qui sont des robots. Faut juste l'admettre. On nous explique pas du tout de quoi il en retourne. C'est un vrai problème et ça le resterait même s'il y avait une suite. Car c'est au moment où ces choses nous sont présentées qu'on a besoin de les comprendre, pas a posteriori, pas à l'occasion d'une deuxième intrigue ayant lieu après la chute de la dictature de Clunk. Parce qu'après la chute de la dictature de Clunk, ce qu'étaient les Trax, ce qu'étaient les Buzi, ce qu'étaient les résistants qui structuraient ce monde sous le joug d'Okura n'aura plus aucune importance. J'ajoute que tous ces éléments sont beaucoup mieux explicités dans Sonic le Rebelle par exemple. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur les inspirations. Je reste sur les robots pour parler de Nevena, et après, promis, j'arrête avec les imprécisions. À un moment donné, Nevena, l'ami d'Anatan qui a quitté Paris avec lui au début, est laissée pour morte et capturée par la Trax, qui lui implante une puce électronique et la trafique de manière non spécifiée, si bien que quand elle revient amnésique auprès de ses compagnons, elle a une super force. Passé la surprise de départ, et même après qu'on lui a retiré la puce, cette super force ne suscitera plus aucun questionnement. Ce sera juste une caractéristique de Nevena, qu'elle ne peut utiliser que dans des situations comiques et pas dans des situations de vie ou de mort, et dont on ne connaîtra jamais la pertinence ni la cause exacte. Est-ce qu'elle est devenue un skinny elle aussi? Bref, vous voyez bien que tout ça manque énormément de liens. Au-delà du côté paresseux du truc, et au-delà du fait que cet état des choses est rendu possible par la conception façon série française de la série, elle est franco-canadienne, avec une multiplicité de détails superflus dans la construction de l'univers comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Kangoo, j'ai l'impression que la série s'autorise à être évasive parce qu'elle croit qu'elle peut se contenter de fonctionner sur un mode métaphorique. Je m'explique par le biais d'un exemple. On découvre vers le milieu de la série que les Buzi sont maintenus dans leur état de soumission par les chaudières dans lesquelles ils travaillent. Si la chaudière est éteinte, les Buzi prennent conscience et se révoltent. La cause technique de ce phénomène n'étant expliquée que beaucoup plus tard, et encore évasivement, j'interprète cet élément de scénario comme une métaphore renvoyant au concept marxiste du travail aliénant et abrutissant qui endort la conscience politique et civique des classes laborieuses. Et donc, puisque c'est une métaphore, les auteurs n'ont visiblement pas jugé utile de l'expliquer techniquement dans le contexte de l'intrigue. Et tout est un peu comme ça. Il y a des métaphores de diverses formes d'oppression et de différentes formes de résistance à l'oppression, et la série a cru qu'elle pouvait se contenter d'abstractions évasives. Sauf qu'on n'est pas dans une fable. On n'est pas dans une parabole où le message donnerait leur sens et leur raison d'être à des personnages anonymes et des lieux indéfinis. On est dans quelque chose qui se présente comme beaucoup plus concret que ça. À moins que j'ai mal compris, l'un des objectifs de nos héros est de découvrir ce qui se passe à Okura. Il y a un questionnement, c'est bien que les réponses doivent nous arriver sous la forme d'explication, et que c'est sur le mode de l'explication que les événements de l'intrigue et les éléments de cet univers doivent nous être présentés. Bref, il y a un manque général de développement dans les péripéties. Cette lacune donne le sentiment que les auteurs ne s'intéressaient pas tant que ça aux tenants et aux aboutissants de leur histoire au fond, et c'est ça qui me donne le sentiment d'absence de passion que j'évoquais plus tôt. Ce sentiment est renforcé par le fait que ces tenants et aboutissants changent, plus ou moins, au fil du récit. Car voilà, les péripéties elles-mêmes, dans leur concept carrément, me paraissent mal choisies. Vous allez trouver ça excessif, mais je vous jure que je dis pas ça à la légère. À bien y réfléchir, vraiment, on dirait que la série s'évertue à faire les choix de scénarios les plus stériles. L'intrigue prend des directions qui ne mènent nulle part et qui n'ont pas le potentiel pour donner quelque chose d'intéressant. Là, je vais commencer à faire des spoilers de plus en plus importants. Je vous ai fortement déconseillé de regarder cette série pour vous éviter de perdre votre temps, mais si vous souhaitez tout de même vous rendre compte par vous-même, sachez que je vais donner une grande partie des développements de l'intrigue. Vous êtes prévenus. Si je devais résumer en quoi les directions du scénario sont mauvaises, je dirais que la raison principale est que l'univers de la série gravite autour de la notion de projet, le grand projet du Presdir Clunk de transformer l'humanité par l'endoctrinement des masses et le lavage de cerveau, mais que les choix scénaristiques, eux, se réfèrent à la notion d'identité, ce qui fait que les révélations auxquelles on a droit ne répondent pas vraiment aux questions qu'on se pose, et que les solutions mises en œuvre par les héros ne correspondent pas complètement à l'idée qu'on se faisait des problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais pour être juste, cette dissonance projet-identité existe dès le début. Si Anatan est désigné par sa grand-mère comme celui qui devra renverser la dictature, c'est parce qu'en cherchant à échapper à l'Atrax après la bataille de Boule de Neige fatidique, il s'est découvert la capacité de se rendre invisible, ou fluisible, comme les dialogues s'évertuent à le dire au début de la série. Ça s'appelle la fluisibilité. Ouais, parce que vous aurez noté la terminologie un peu prétentieuse. TV, skinny, Buzi, Presdir, etc. Ce dessin animé adore utiliser des mots bizarres pour se rendre plus impressionnant. Ou faire semblant d'avoir une novlangue pour imiter 1984. Ou les deux. On est dans une série qui se prend très au sérieux. Peu importe. Donc, il s'est découvert la capacité de se rendre invisible. Anatan lui dit fluisible, c'est plus cool. C'est son super pouvoir. Tous les descendants directs de son arrière-grand-père maternel, Dimitri Goliathkin, ont un super pouvoir. Oui, pardon pour la digression. Un truc qui paraît illogique pendant un moment, c'est que Goliathkin est le nom de sa famille maternelle. Dans le futur, le nom de famille se transmet par la mère et le mari prend le nom de l'épouse. Ce n'est jamais explicité, mais c'est la seule interprétation qui soit logique. Pourquoi pas, mais ils auraient peut-être dû essayer de nous le faire comprendre subtilement avant que ça devienne important. Peu importe encore une fois. Donc, Anatan a le super pouvoir de se rendre invisible. Anatan lui dit fluisible, c'est plus cool. Sa grand-mère, dont le super pouvoir est d'avoir des flashs de l'avenir, y voit le signe qu'Anatan est celui qui va renverser la dictature, puisqu'elle sait que celui qui va renverser la dictature peut se rendre invisible. Donc vous voyez, on est dans un schéma reposant sur l'existence d'un élu désigné par sa naissance pour être le héros de l'intrigue, alors qu'on nous promet plutôt une histoire sur l'importance de garder son esprit critique et de ne pas accepter de renoncer à sa liberté au prétexte de créer un monde meilleur. J'ai
J'ai rien contre les histoires d'élus. On peut raconter des histoires d'élus qui laissent une place importante à la présentation de personnages qui choisissent leur destin en décidant de soutenir l'élu ou de s'opposer à lui. Mais là, l'enjeu de l'intrigue est qu'Anatan aille à Okura pour mettre un terme au processus de transformation des hommes en Buzi. Ce qui est potentiellement intéressant là-dedans, c'est la découverte de ce fameux processus, les rouages faisant fonctionner cette dictature dont l'exploration permettra de trouver une faille dans le système. Le fait qu'Anatan soit né pour faire ça et ait la capacité de se rendre invisible, on s'en fout un peu. Or, c'est malheureusement sur ça que la série choisit de se focaliser. Car Anatan est le double génétique de Clunk. Clunk, le dictateur, le presbyre à la tête de ce régime, est un être humain artificiel créé par Dimitri Goliatkine, l'arrière-grand-père d'Anatan, pour être la prochaine étape de l'évolution de l'humanité, en ce sens qu'il ne vieillit pas, en fait si mais lentement je suppose, et qu'il ne tombe pas malade. Les militaires ont voulu faire de Clunk une arme, parce que c'est ce qui arrive aux êtres humains artificiels parfaits, peu importe que Clunk n'ait pas du tout le genre de perfection qui pourrait intéresser l'armée, ça n'a aucun sens, passons. Parce que les militaires ont voulu faire de Clunk une arme, celui-ci a fini par prendre le pouvoir pour une raison non spécifiée, dans un but également non spécifié, puisqu'il n'a finalement pas le temps à la fin de la série de dire quel était son projet. On sait seulement qu'il était question que son système d'endoctrinement soit un état de transition avant qu'advienne une utopie dans laquelle l'humanité pourrait reprendre son destin en main. Encore, métaphore de Lénine. Or donc, lorsque Clunk a pris le pouvoir, Dimitri Goliatkine a pensé à un plan. Mais j'ai un plan. On ne sait pas quel est ce plan, ce n'est pas dit explicitement, mais il précise qu'il espère ne pas créer de nouveaux monstres. Et si on fait un petit effort pour recoller les morceaux, on peut imaginer que ce fameux plan a consisté à conférer des super pouvoirs par génie génétique à ses descendants. Mais Anatan n'a pas seulement des super pouvoirs. Le hasard de la nature, oui c'est vraiment comme ça qu'ils le disent, a voulu qu'il soit identique à Clunk. Cela, plus sa capacité à se rendre invisible, lui permettra non seulement d'infiltrer Okura, mais d'utiliser la technologie biométrique qui permet à Clunk de passer la porte de son bureau. Bon alors déjà, si cette histoire de super pouvoir et de dictateur de la famille des héros à la tête d'une armée d'êtres conditionnés vous rappelle Chris Colorado, c'est normal. La similitude entre Anatan et Chris Colorado sur certains concepts qui arrivent comme un cheveu sur la soupe au fil des épisodes m'a sérieusement fait me poser la question de savoir si c'était pas un peu du plagiat. Pas seulement avec Chris Colorado. Les déboires de Dimitri Goliatkine avant son arrestation par les autorités du nouveau régime nous sont révélés de façon très lacunaire par le biais d'un journal vidéo qu'a tenu Dimitri pendant qu'il développait son projet et au cours duquel sa barbe pousse. Ça vous rappelle rien? C'est une accusation grave. Je me l'autorise car elle fait écho à d'autres anecdotes de la production longue et tumultueuse de cette série. Anatan et les enfants d'Okura est sorti en 2018. Pourtant, elle aurait dû sortir en 2006. Ce délai colossal est potentiellement pour quelque chose dans le caractère très bancal du résultat. Mais là où je voulais en venir, c'est que lors de l'annonce de la production de cette série en 2004, son créateur Mark Majuri a présenté des images rapidement dénoncées comme plagiant des décors et des compositions d'images de films d'animation japonais. Vu que c'était pour des trailers, il est possible que le but de Majuri ait été de rendre hommage à ces films comme nous le faisons occasionnellement nous-mêmes dans nos cartons-titres, mais les détails de cette affaire restent assez troubles. En général, je me fiche complètement des circonstances de production et me focalise entièrement sur le contenu final des séries. Toutefois, j'ai tenu à vous faire part de ces anecdotes car elles expliquent potentiellement pourquoi le produit fini semble trahir un tel manque de motivation des auteurs, et aussi parce qu'elles soutiennent une impression générale qu'on a en regardant la série, que les sources d'inspiration du scénario sont plus que des sources d'inspiration. Je reviens au lien qu'entretiennent Anatan, le personnage, et Clunk, génétiquement son grand-oncle. Vous voyez le problème ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le régime maintient-il la population sous son contrôle et comment défaire ce système. Une problématique liée à la notion de projet. Mais la série, elle, tient plutôt à nous parler de la raison pour laquelle Anatan est la seule personne au monde à pouvoir passer la porte du bureau du dictateur. Une problématique liée à la notion d'identité. C'est un peu naze, non ? En tout cas, c'est stérile. Si vraiment c'est ça la problématique, alors l'intrigue n'a plus grand-chose à dire. Et de fait, elle ne dit rien. Dans le dernier arc, le groupe de héros est rejoint par un ancien officier de la Trax repenti. Donc quelqu'un qui a été à Okura et qui en est revenu. Donc quelqu'un qui sait ce qui se passe à Okura. C'est même pour ça qu'on le met en contact avec les héros. Dès son arrivée, on attend le moment où, du coup, il va expliquer ce mystère qui plane depuis le début de la série, à savoir ce qui arrive aux garçons qui sont envoyés à Okura. On attend. On attend. Ok, scène d'action, ce sera après. Ok, tentative de sauvetage d'un personnage, ce sera après. Mais non, au bout d'un moment, non, il n'y a vraiment plus de raison de repousser cette conversation que les héros sont censés attendre depuis le début de la série. Mais la question de ce qui se passe à Okura ne sera juste jamais abordée par cet officier repenti. Les auteurs n'ont même pas l'idée qu'ils doivent aborder la question. Son rôle dans l'intrigue est de donner aux héros des indications techniques sur comment entrer à Okura, et c'est tout. Et on regarde ça en attendant désespérément le moment où il décrira les techniques d'endoctrinement. C'est insupportable. Alors oui, peu après cette séquence de frustration, on nous explique en gros comment les hommes qui ne deviennent pas des officiers de la Trax sont transformés en Buzi, on les met dans des cuves où on les oblige à regarder des images recyclées des épisodes, et on leur implante une puce électronique qui est vraisemblablement responsable de leur apathie et de leur soumission. Mais on y passe très peu de temps, et c'est une explication technologique, somme toute assez décevante par rapport à ce à quoi je m'attendais, à savoir des méthodes plus ordinaires de lavage de cerveau. Sans compter que du coup, on se demande pourquoi ces adolescents ont besoin de rester à Okura pendant 3 ans s'il s'agit simplement de leur implanter une puce. Oui, on nous fait savoir que Clunk avait de bonnes intentions, mais on ne saura jamais exactement
exactement lesquels puisque la série préfère expédier ça au profit d'un cliffhanger, d'autant plus idiot qu'Anathan a, à la fin de l'histoire, accompli ce à quoi il était destiné et qui lui vaut, d'après la narration venue du futur, d'être devenu une légende. Le coup de la fin expédié au profit d'un cliffhanger, je trouve ça mauvais en soi mais ça s'est déjà vu dans de bonnes séries. J'aurais pu le pardonner si le reste de l'intrigue m'en avait donné envie. J'aurais même pu pardonner au scénario d'avoir choisi d'explorer des voies sans issue si elle les avait explorées de façon détaillée et convaincante. Mais c'est même pas ce qu'elle a fait. Quitte à accorder une telle importance à la généalogie des Goliathkins et à leurs super pouvoirs, on aurait au moins pu nous en expliquer précisément le fonctionnement et la portée. Or, le pouvoir d'Anathan cesse occasionnellement de fonctionner correctement et on n'aura jamais d'explication claire sur quelle en est la cause. À moins que ça m'ait échappé, mais j'en ai pas l'impression. Je me plaignais déjà dans Ben 10 du manque d'explications sur la cause des problèmes posés par l'Omnitrix, mais là c'est pire vu le lien majeur que les dialogues essaient d'établir entre les super pouvoirs des Goliathkins et le système Okura. Et plus encore que dans Ben 10, non, je ne me satisferai pas d'une explication dans la suite. Je le répète, ces éléments sont un enjeu majeur de l'intrigue de Clunk, qui trouve sa conclusion dans le 26e épisode. Leur explication devrait soit être fournie au cours de cette intrigue, soit être sans importance. Et elle n'est pas sans importance puisqu'elle est le sujet des mystères et des révélations de la série. Donc c'est un vrai problème. Dans les mystérieuses cités d'or, à titre de comparaison, on sait que la venue d'Esteban, de Zia et de Tao aussi en fait, a été prévue par les Muins sur le mode de la prophétie. C'est installé dès le départ et réaffirmé au fil de l'eau. Aussi étrange que soit le pouvoir d'Esteban d'appeler le soleil, et plus tard celui de Zia de contrôler la nature, il n'est pas nécessaire d'être totalement explicite sur leur origine exacte, puisque la cause première de leur implication dans l'intrigue est une prédiction astrologique. De la même manière, la présence de coïncidences dans l'intrigue n'a pas besoin de faire l'objet de questionnements sans fin, vu que la piste des cités d'or est parsemée d'étapes prévues par une prophétie, la première desquelles, c'est-à-dire la rencontre avec Tao, est la plus aléatoire de toutes. Mais la prédestination d'Anathan à vaincre le Presdir n'a pas été établie sur le mode de la prophétie, elle est présentée comme un plan technique. Ça suppose davantage de détails, car à part les visions de la grand-mère au début, que celle-ci relativise plus tard dans les épisodes, il n'y a pas de prédiction pouvant se substituer à l'explicitation de ces détails. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Anathan trouve, sur l'île de Santorin, un CD contenant le journal de son arrière-grand-père, personne n'est là pour lui dire « je t'attendais, prends ceci » comme Tao avec Esteban et Zia. À la place, on essaie de nous vendre l'idée que c'était un scientifique important, donc que c'est logique qu'on trouve ses affaires dans un laboratoire de recherche scientifique important. Et l'arrivée d'Anathan sur place, quoique influencée par des dispositions altruistes qui font du un héros, je reconnais que ça compense un tout petit peu, fait plus l'effet d'une coïncidence bizarroïde que celui de la réalisation d'une prophétie à la faveur de décisions héroïques prises par les héros. Je reviendrai sur les décisions des héros. Bon, vu que les histoires de prophétie ont mauvaise presse, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi sur la distinction que je fais entre les histoires de prophétie qui ne nécessitent pas d'explication et les histoires de contre-attaque en gestation sur 3 générations qui en nécessiteraient davantage. Mais ceci devrait nous réconcilier. Donc, les Goliathkins ont des super pouvoirs. La grand-mère a des visions du futur, la petite sœur on verra après, le héros sera invisible. Anathan lui dit fuisible, c'est plus cool. Et la mère se transforme en louve. Elle peut venir en aide à ses enfants sous cette forme à des centaines de kilomètres, donc ce serait plutôt de la projection astrale, et on imagine que son corps reste là où il est. Mais quand on tire sur le loup, elle est blessée. Et aussi, quand elle est prisonnière de l'Atrax et que le loup apparaît et s'enfuit, on retrouve la mère dans son corps humain, ayant lui aussi échappé à l'Atrax. Vous trouvez peut-être que je fais des périphrases bizarres, c'est parce que le cadrage ne nous montre jamais ce qui se passe concrètement. On ne voit pas ce que devient le corps de la mère quand le loup apparaît. On sait juste que c'est illogique d'imaginer qu'elle se transforme physiquement en louve, vu que ça voudrait dire que ça lui permet de se téléporter à des centaines de kilomètres, et que c'est illogique d'imaginer que c'est une projection astrale puisque fuir en tant que louve lui permet d'échapper à ses geôliers. En faisant le choix explicite de ne pas nous montrer à quoi ressemble concrètement sa transformation, la série fait reposer la cohérence de son scénario sur une ambiguïté qui n'existe qu'à travers la mise en scène. C'est comme si vous deviez vous enfuir d'un grand bâtiment gardé par une seule personne, mais que cette personne se trouvait simultanément derrière toutes les portes tant que vous ne la voyez pas, si bien que quelle que soit la porte que vous ouvrez, vous vous trouverez nez à nez avec le garde. Ce n'est recevable que dans une logique de doute hyperbolique cartésien. Or, raconter une histoire suppose qu'on adhère à un principe de continuité qui... En fait, j'ai vraiment besoin de vous expliquer en quoi cette histoire de transformation en louve est grotesque. Non, hein, je crois que tout le monde a compris. La série n'explique rien, et de ce fait, dire qu'elle est cohérente revient à dire qu'on ne nous a pas donné assez de détails pour qu'on puisse pointer les incohérences du doigt. Bien sûr qu'on pourrait imaginer un fonctionnement du pouvoir de la mère qui s'accommode de cette ambiguïté. Mais quel intérêt? Autant écrire l'histoire soi-même dans sa tête de A à Z et se dispenser de regarder les épisodes. Juste avant de parler de cette histoire de louve, j'évoquais la question des coïncidences et de la progression du scénario. En fait, il me paraît assez clair que le dénouement ne correspond pas à ce qui était prévu lors de l'écriture du premier épisode, et que les auteurs ont changé plusieurs fois d'avis sur la direction que devait prendre le scénario. Je dirais au moins 3 fois. Le terme grand projet ne jouera finalement aucun rôle, ce qui me paraît très suspect. L'introduction et le quasi-abandon du terme fuisible pour désigner l'invisibilité d'Anathan également, de même que l'oubli progressif du mystère autour de la superforce de Nevena, et 2-3 autres trucs me donnent à penser qu'il y a eu quelques zigzags. Possiblement pour cette raison, les personnages prennent parfois des décisions très étranges pour que le scénario puisse avancer dans la direction voulue. Que les choix des personnages soient subordonnés aux grandes orientations du scénario ne me choque pas en soi. Dans la réalité, nous prenons souvent des décisions arbitrairement parce que les critères objectifs sur lesquels évaluer laquelle est la meilleure ne nous paraissent pas évidents sur le moment. Mais là, il y a de gros abus. Je vais prendre 2-3 exemples.
Lorsque nos héros, Anatan, Nikita, Nevena et Aryan, arrivent au laboratoire caché au fin fond de la jungle du Sri Lanka où ils découvriront que l'arrière-grand-père a créé Clunk, ils tombent sur un dispositif qui fait sortir du plafond une sorte de sarcophage. Ça les inquiète un peu. Bon, c'est logique. Ça les incite à quitter le laboratoire en catastrophe. Admettons. Et à décider que c'était une mauvaise idée d'explorer cet endroit et de se mettre d'accord tacitement pour ne plus jamais réessayer, mais quoi? Mais enfin, c'est ridicule, ils sont venus exprès pour explorer ce laboratoire, ils se sont même crachés avec leur planef. Oui, planef, je vous ai prévenu pour le vocabulaire prétentieux. Et sont coincés tant qu'ils n'auront pas construit leur radeau pour quitter l'île. Ils n'ont que ça à faire, ils ne sont venus que pour ça. Mais attendez, pour nous faire oublier l'absurdité de ce moment, il se passe encore mieux juste après. Nikita a quitté le groupe à cause d'une engueulade liée à... on verra ça après, et aux surprises, Clunk en personne, le presse-dire, l'homme à abattre, la personne responsable de tout, le grand méchant, arrive seul, sans escorte, avec son vaisseau, son patrouilleur qui pourrait leur permettre de quitter l'île sans passer par l'étape radeau qui de toute façon échouera, dans le but, on le découvre dans les minutes qui suivent, d'utiliser le sarcophage susmentionné pour se maintenir en vie. Bon, écoutez, je sais que je suis un peu basique comme garçon. J'ai cette idée un peu simpliste que le but final d'une rébellion contre une dictature est de tuer le dictateur. Mais avouez, ils sont trois, avec tous les trois au moins la force d'un adulte, j'expliquerai ça après, embusqués derrière ce qui est à leur connaissance juste un homme ordinaire de plus de 80 ans sans armes, sans protection, et qui n'est pas conscient de leur présence. Mais enfin, attaquez-le! Quelle raison valable vous avez de ne rien tenter contre lui? Bah, ils tenteront rien contre lui et Clunk va repartir aussi sec avec son patrouilleur, l'anecdote n'ayant servi qu'à nous révéler l'aspect qu'il a sous le masque et à convaincre les héros d'explorer malgré tout ce laboratoire auquel ils ont renoncé sans raison dans l'épisode précédent, pour y découvrir la vérité sur le lien généalogique unissant Clunk et les Goliathkin. C'est effarant! Je vous cite cette péripétie parce que c'est celle qui m'a le plus marqué, mais il y a d'autres cas un peu comme ça. Là par exemple, le but de Nevena et Aryan est de faire remonter leur sous-marin. Rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le bon bouton du tableau de commande. À votre avis, pourquoi vont-ils échouer? Vous me croirez pas si je me contente de vous le dire, alors je vous montre. Nevena sait quel est le bon bouton, mais plutôt que d'appuyer dessus elle-même, elle dit à Aryan, 7 ans, de le faire à partir d'indications vagues. Aryan se trompe, appuie sur plein de mauvais boutons, et c'est la galère. C'est absurde comme péripétie! Je reviens à ma comparaison de tout à l'heure avec les cités d'or, car on a des trucs comme ça. À un moment donné, Esteban doit changer la clé de contact du Grand Condor pour le mettre dans un mode de guidage automatique. Une chance sur deux de la mettre dans le bon sens. Manque de bol, Esteban choisit la mauvaise, donc il y a un mini suspense de quelques secondes avant que les héros parviennent à tout bien remettre en place. Mais là, non seulement ça dure pas très longtemps, non seulement c'était une malchance inévitable qui rend l'enchaînement des événements un peu moins cousu de fil blanc, mais en plus c'est mis au service d'une séquence importante de l'intrigue où les héros arrivent à suivre leur ennemi jusque dans sa base secrète. Dans Anatan, cette sous-intrigue dure la moitié de l'épisode, elle repose sur de mauvaises décisions du genre qu'on prend rarement même dans la vraie vie, mais en plus elle est au service d'une péripétie totalement vaine, où les héros gaspillent un épisode entier à tenter sans succès de délivrer leur ami prisonnier d'un dirigeable, ne retirent aucune information de cette aventure, et n'y trouvent pas l'occasion d'impressionner le spectateur. Ah tiens, c'est intéressant ça d'ailleurs, je m'attarde un petit peu là-dessus. L'intrigue de cet épisode, c'est que Nikita a été précédemment capturé par l'Atrax, et comme il a plus de 15 ans, c'est un test oculaire qui permet de le déterminer, il est emmené à Okura dans un dirigeable. Les héros consacrent donc un épisode à tenter de le délivrer lors d'une escale de ravitaillement. Ils échouent, si bien qu'au final tout se passe comme s'ils n'avaient rien tenté. Comme nous l'avons un peu vu dans notre vidéo sur la défaite dans les dessins animés, il n'est pas nécessaire que les héros réussissent toujours tout pour que l'intrigue soit intéressante. Il peut y avoir des échecs cuisants et des péripéties ne faisant pas énormément avancer le schmilblick. Mais il faut quand même respecter une chose. L'intrigue est un mouvement spontané. Nikita est emmené à Okura dans le dirigeable. Une intrigue étant articulée autour d'un conflit, le rôle des protagonistes sera de s'opposer à ce mouvement spontané, et l'intrigue se réalisera en tant qu'intrigue seulement s'ils parviennent à influencer ce mouvement, quitte à échouer à le stopper. Là, Nathan et sa bande ne parviennent pas à changer d'un iota ce qui se serait passé s'ils n'avaient rien tenté, pas même dans les modalités. Si vous doutiez de notre thèse selon laquelle les héros ne doivent pas échouer complètement ou leurs adversaires obtenir complètement gain de cause parce que l'intrigue ne doit pas être vaine, je peux vous dire que l'épisode 22 d'Anatan et les enfants d'Okura illustre parfaitement ce dont nous parlions. Pour finir, vous noterez que je n'ai pas vraiment présenté les personnages. C'est qu'ils sont globalement peu remarquables. Comme dit précédemment, les méchants n'ont jamais vraiment l'occasion d'exposer leur motivation, ce qui fait qu'ils sont un peu illisibles, et les gentils sont plutôt fades. Dans un style plutôt Marvel, c'est-à-dire qu'ils manquent de hauteur de vue et ont tendance à agir par caprice, mais pas au point que ça les rende foncièrement antipathiques dans l'ensemble. Nathan est un héros plutôt générique avec la personnalité de Mikey de Digimon Fusion en moins exagérée, c'est-à-dire qu'il aura toujours le réflexe d'aider la veuve et l'orphelin, mais sans que ce soit une obsession. Et il a un don quasi magique pour réparer les machines. C'est Luke Skywalker, disons. Nikita a une personnalité plus affirmée. C'est lui qui dit les occasionnels gros mots qui m'incitent à penser que le public cible âgé n'a jamais été perdu de vue au cours de la production. Et une fois de plus, il est dans la merde. Non mais c'est pas possible là, on a pris un abonnement pour les emmerdes ou quoi? Il se découvre un talent de pilote dans les premiers épisodes. C'est Yann Solo, quoi. Oui, je dis Yann Solo, je suis vieux. Nevena est plus sentencieuse, mais assez comparable à Nikita dans l'ensemble. C'est Leia, si vous voulez.
Quant à Ariane, bon, le scénario est obligé de se la trimballer parce que c'est la narratrice et comme évoqué plus tôt, c'est pas toujours justifié, donc pas toujours appréciable. C'est l'enfant énervant qu'il faut protéger et qui fait des caprices parce qu'elle est petite. Elle a des interactions intéressantes avec le méchant repenti vers la fin, cela dit. Elle a un très gros ours en peluche bleu appelé Jérôme. La narration y accorde beaucoup d'importance, et certaines péripéties sont basées dessus, mais elles sont du même acabit que celles du sous-marin que j'ai évoqué tout à l'heure, donc moins on en parlera, mieux ça vaudra. C'est une Goliathkin, donc elle a un super pouvoir. Mais il est nul. Elle peut se transformer en adulte. C'est tout. Ça lui donne la personnalité d'une ado, la force d'une femme adulte, et ça lui permet de tromper l'ennemi si je puis dire, mais la série utilise encore moins souvent ce don qu'elle le pourrait. Cette transformation est psychologiquement éprouvante pour elle. C'est une idée intéressante, mais qui ne sera quasiment pas explorée. S'ils se cantonnaient à jouer individuellement leur rôle dans l'intrigue, ces personnages seraient simplement oubliables, voire modérément sympathiques. Mais il y a un gros problème. C'est qu'ils sont impliqués dans des intrigues romantiques, et que ces intrigues romantiques sont inqualifiables. Je pourrais pas vous en parler de manière experte sous cette forme, il me faut prendre une autre apparence. Shazam! Ah, les intrigues romantiques. Parlons-en des intrigues romantiques. Bon, déjà, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas grand-chose à attendre, puisque la base d'une bonne intrigue romantique, c'est quand même qu'elle concerne des personnages dont les sentiments nous intéressent un tant soit peu. Et je vous ai dit que les personnages étaient peu remarquables. Ensuite, il ne vous a pas échappé que nos héros, c'est 2 garçons et une fille, donc soit les auteurs ont bon goût, soit ils vont se précipiter sur la recette si populaire du triangle amoureux. Mais bon, ne soyons pas de mauvais esprit. Un triangle amoureux, quand les 3 protagonistes sont introduits dès le départ, ça peut être bien fait. Dans Auban Star Racers, par exemple, c'est très bien fait. Sauf que là, vous avez bien compris qu'on n'était pas dans Auban Star Racers. Mais bon, fin du suspense. Descriptif des intrigues romantiques dans Anatan et les enfants d'Okura. Anatan, donc, a quitté Paris avec Nikita, son meilleur ami, et Nevena... En toute sincérité, je n'ai pas compris ce qu'était censé être Nevena. Elle est chef d'une bande de gamins parisiens, mais Anatan et Nikita n'ont pas l'air de faire partie de cette bande, sauf qu'ils n'ont pas l'air de considérer Nevena comme leur chef, ils ont plutôt avec elle la relation d'hostilité et méfiance qu'on a vis-à-vis d'un rival. Est-ce qu'ils sont ses rivaux au concours de qui va devenir le chef de bande? Le fait que sa relation avec Nikita et Anatan avant que l'histoire ne commence soit si peu définie n'est sûrement pas sans conséquence sur la façon dont le triangle amoureux entre ces trois-là va nous intéresser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas spécialement proches. Donc, Anatan et Nikita sont légitimement surpris quand Nevena se joint à leur expédition. Mais bon, elle est compétente et c'est pas plus mal d'avoir des bras supplémentaires. À la première étape du voyage, Strasbourg, Nikita commence à manifester de la méfiance vis-à-vis de Nevena, qu'il soupçonne d'être une taupe de la Trax. Comme j'ai dit, il n'était pas spécialement proche à Paris, et son insistance pour rejoindre l'expédition avait quelque chose de surprenant. Donc la méfiance de Nikita n'est pas spécialement incongrue. Sauf que non, la narration d'Ariane nous informe que c'est la vérité fausse numéro 2, et que Nikita a totalement envie de se faire Nevena. Heureusement qu'Ariane le dit, parce que sinon il n'y aurait pas eu grand chose dans leurs interactions qui aurait permis de le soupçonner. Accrochez-vous parce que c'est pas le premier détail sorti de nulle part qu'on nous balance dans cette sous-intrigue. Comme je vous ai dit, Nevena va être laissée pour morte en arrière à un moment donné. Après son départ, la série introduit un nouveau personnage féminin pour la remplacer, Badia. Et là, c'est la fin des haricots. Et ça va être difficile de retranscrire fidèlement l'absolue stupidité avec laquelle les événements suivants s'enchaînent. Parce que non seulement ce qui arrive est stupide, mais c'est également mis en scène de façon stupide. Et il faut bien que je décrive ces deux formes de stupidité sans les atténuer. Badia, qui vit à Istanbul, rencontre nos héros par hasard et les aide parce qu'elle a vu Anatan sur les avis de recherche et qu'elle a eu le coup de foudre pour lui aussitôt. Les filles adorent les rebelles. Non, ça encore, ça peut aller. À la tête que fait Nikita quand Badia apparaît, il est clair qu'il la trouve jolie. Bon, il s'enflamme bien vite, et il oublie Nevena bien vite, et en tant que spectateur, on sait que Nevena a survécu, donc on s'étonne de cette digression, mais admettons. Là où ça commence à ne plus aller du tout, c'est que quelques heures après s'être rencontrés, ces trois-là se retrouvent sur un toit à se confronter, s'exposer leurs sentiments profonds et inavouables. Ils essayent de jouer la scène des trois amis qui sont déchirés à cause d'amour non réciproque. Les dialogues sont écrits comme pour des personnages qui s'aiment secrètement et sérieusement depuis des années et dont les émotions sont violentes et profondes. Sauf que, quand les protagonistes se connaissent depuis 3 heures et qu'on sait que l'un d'entre eux s'intéressait à une autre personne il n'y a pas 15 jours, ça marche pas. C'est juste une scène classique plaquée de force sur une situation qui lui convient pas. C'est embarrassant et ridicule, et on n'a qu'une envie, c'est de voir cette sous-intrigue tomber dans un trou du scénario pour ne plus réapparaître. Mais ce qui réapparaît, c'est Nevena.
Nevena qui, à son retour, est à fond sur Anatan, alors que ça n'avait pas été amorcé de près ou de loin avant. Bon, avec de la bonne volonté, on peut se dire que c'est la puce qu'elle a dans la tête qui l'influence à éprouver ses sentiments de manière artificielle. Et ça justifie aussi la façon immature et excessive dont elle les manifeste. Mais même en admettant ça, dans l'exécution, ça va pas. Badia se montre jalouse envers Nevena, jalouse au point de perdre tout bon sens, avant que Nevena ait manifesté de l'intérêt pour Anatan, et avant qu'Anatan ait manifesté de l'intérêt pour qui que ce soit. Et Nikita dans tout ça? Nikita, il a pas trop le temps de décider s'il préfère Nevena ou Badia, car une péripétie fait qu'il se prend un coup sur la tête et tombe dans le coma. Et comme il a eu le temps de voir Badia faire quelque chose de lâche et compromettant avant de tomber dans le coma, et que l'alignement des personnages de cette série est aussi inconstant que leurs sentiments amoureux, Badia n'a pas très envie que Nikita en sorte de son coma. Bon, elle fera rien contre sa guérison, mais va savoir si c'est parce qu'elle est pas méchante à ce point, ou parce que l'histoire n'a pas cherché à aller plus loin dans ce détail inutile. Quoi qu'il en soit, Badia finit par quitter la bande, et on revient au triangle amoureux de départ. Du moins, c'est ce qui devrait se passer, mais n'oublions pas dans quelle série nous sommes. Dans un moment de dépit dû au fait qu'Anatan part faire des trucs de son côté sans prévenir ses amis, Nevena finit par embrasser Nikita. Mais les deux tombent d'accord pour ne pas dire à leurs compagnons qu'ils sont en couple désormais. Ensuite, le groupe arrive dans un village de résistantes et une fille à cheveux bleus fait du rentre-dedans à Nikita. Décidément, un simple triangle amoureux, la série trouve ça chiant. Nikita, qui a pourtant une petite amie officielle depuis 2 épisodes, se montre très émoustillé qu'une fille s'intéresse à lui pour la première fois. Il le manifeste devant la dite petite amie, qui bien sûr ne l'apprécie guère, mais qui en même temps continue à s'intéresser à Anatan. On pourrait montrer que Nikita n'est pas très fidèle et que c'est pour ça que Nevena revient à ses premières amours. Mais non, c'est incompréhensible. Dans le même épisode, Nikita se conduit comme s'il n'avait pas embrassé Nevena et Nevena se conduit successivement comme si elle avait embrassé Nikita et qu'il lui devait fidélité, ou comme si elle ne l'avait pas embrassé et ne lui devait pas fidélité. On arrive finalement au stade où Nikita embrasse Nevena en public et révèle que c'est pas la première fois, ce que Nevena nie en bloc avant de se mettre officiellement en couple avec Anatan, à la grande colère compréhensible de Nikita. À ce stade, on ne sait pas si Nevena a réellement oublié qu'elle a embrassé Nikita. Ça pourrait être crédible à cause de cette puce qu'elle avait dans la tête, qui fait qu'elle n'était pas responsable de toutes ses actions. La série pourrait nous laisser croire ça, mais non! Pourquoi tu m'as embrassé dans la forêt là-bas en Sibérie? Je sais pas trop. Parce qu'on était tout seuls. Peut-être juste parce que j'en avais envie. Nevena. Lorsque Nikita t'a embrassé devant Anatan et que tu as prétendu que vous ne sortiez pas ensemble, tu l'as fait passer pour un agresseur sexuel. Et tu t'es jeté dans les bras de son meilleur ami en laissant tout le monde croire cette horrible chose à son sujet. Il va te falloir un meilleur motif que « parce que j'en avais envie » pour faire un truc aussi ignoble. Connasse! Je n'ai pas fini. Bon, là, c'est subtil et c'est de l'interprétation, mais dans le dernier épisode, Nevena et Nikita sont en train de collaborer à la réalisation du but final, et des échanges de regards et de répliques entre eux laissent entendre que Nevena recommence à s'intéresser à lui. Et dans la scène de l'épilogue, on les voit se taquiner comme le ferait un couple, alors qu'Anatan, qui est dans la scène, n'interagit pas avec Nevena. C'est ni fait ni à faire. À partir du moment où Nevena et Anatan sont en couple, ils ont énormément de scènes d'amour ensemble qui seraient très mignonnes si elles étaient dans une autre série et impliquaient 2 autres personnages. Mais entre ces personnages-là, il n'est pas possible d'être touché. Pas en sachant qu'Ariane et Anatan croiront toute leur vie que Nikita est quelqu'un qui embrasse les filles de force et prétend être sorti avec elles alors que c'est faux. Et encore, ça ce sont les intrigues romantiques impliquant les personnages principaux. L'ancien commandant de la Trax, que j'évoquais plus tôt, Denko, a aussi un début d'intrigue romantique avec une sous-chef de la Résistance. Il leur manque un œil à tous les deux, c'est peut-être pour ça. Ces relations modernes sont tellement étranges et compliquées. Mais Denko meurt d'une mort graphique avant qu'il se passe quoi que ce soit. Encore une fois, c'est ni fait ni à faire. Shazam! J'ai principalement mentionné le fond. Quelques mots sur la forme avant de conclure. L'animation n'est pas du tout à la hauteur de ce que le graphisme laisse présager. En plus des mouvements pas très naturels, il y a pas mal de plans recyclés lors des scènes de poursuite en engin volant, et des erreurs de raccord liées au recyclage, comme ici la prothèse du susmentionné commandant Denko qui passe de gauche à droite. La musique est plutôt bien pensée en termes d'ambiance, mais elle est très répétitive et les morceaux sont trop peu nombreux pour qu'on puisse toujours avoir des musiques adaptées à l'humeur de la scène. Et même quand on a des musiques adaptées à l'humeur de la scène, c'est pas celle-là qu'on mettra. Allez, on y va. Accrochez-vous. Mais tout ça c'est rien, il y a... le générique chanté par Pascal Obispo.
Sans commentaire. Heureusement, le générique de fin rattrape le coup. Vous savez, le mois dernier, nous avons fait une vidéo sur les mystérieuses cités d'or. Nous avons beaucoup aimé les saisons 3 et 4. Plus encore, nous dirions que sur les quelques 200 séries et des poussières que nous avons visionnées en 11 ans de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, les cités d'or, dans son intégralité, fait partie des 10 ou 15 meilleurs. Notre goût pour les arcs tardifs est parfaitement sincère. Nous avons vu et lu des critiques déplorant le caractère vain des conflits entre personnages, l'imprécision de leur motivation, la trop grande abondance de coïncidences et de péripéties dispensables. Nous ne voyons pas ça. Nous voyons une épopée tout à fait captivante qui obéit à une logique de récit d'aventure avec des aiguilles humaines microscopiques qui se rencontrent dans la botte de foin du vaste monde comme dans Tintin, et à une logique d'histoire de prophétie où les héros prennent des décisions héroïques dans le canevas tracé par le destin et jalonné par le peuple ancestral qui a prévu leur venue. Par contre, nous connaissons une série où les conflits sont non sequitur, où la coïncidence se substitue à la motivation, où le hasard pallie l'absence de cohésion et de développement, et où l'évolution des enjeux contredit les thèmes généraux. Cette série, c'est Anatan et les enfants d'Okura. Pourquoi une base aussi prometteuse que celle d'une adaptation libre de 1984 pour la jeunesse a-t-elle donné un tel résultat? La gestation de cette série a visiblement été trop longue et douloureuse pour qu'on ait une réponse claire et précise. Des conflits de vision possiblement. De la paresse et de l'autosatisfaction probablement. De la négligence et du mépris pour les enfants? Non, je ne crois pas. Car la série, quoique pensée pour la jeunesse, n'est pas conçue pour des enfants, elle est conçue plutôt pour des adolescents, dont d'autres productions se sont montrées largement plus à la hauteur. En dépit de toutes ces insuffisances, il est indéniable que son style est mature. C'est une série vraiment atypique, vraiment énigmatique, donc originale à sa façon, et la preuve formelle que ses caractères ne sont pas nécessairement des qualités. Toi